madame, monsieur, de nous retrouver dans le cadre de ces échanges qui s'annoncent libres, riches, intéressants, édifiants, sur le thème Cameroun, tous enfants d'une même mère. Cameroun, tous enfants d'une même mère. Comment est-ce possible alors que des voix, des analyses extérieures disent généralement que les Camerounais sont unis, sont peut-être unis aujourd'hui, mais vont finir par exploser un jour parce qu'ils sont unis dans la diversité. Ils sont différents au niveau des ethnies, au niveau des clans, des tribus, au niveau des partis politiques, des familles. Et les intervenants autour de cette table, qui sont des experts, ont annoncé en arrivant qu'il y a pourtant des liens solides entre Camerounais. Comment est-ce possible? On va évoquer tous ces aspects en votre compagnie, madame, monsieur, grâce à vos réactions, vos suggestions à travers des coups de fil, des lettres, des réactions SMS et surtout avec le concours des experts qui sont sur ce plateau, une quinzaine qui vont se découvrir à mesure qu'ils vont prendre la parole. Je voudrais commencer par le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Merci professeur d'être sur le plateau. Vous êtes un observateur averti de la scène non seulement nationale mais internationale, spécialiste des questions internationales, internationaliste. Quel est votre regard relativement à cette dichotomie? D'une part, vous êtes Camerounais, vous allez finir par exploser, vous êtes divisé. Et d'autre part, il y a des liens, il y a des possibilités. Nous sommes des enfants d'une même famille. À quoi ressemble la carte réelle du Cameroun, à votre avis? Justement, l'idée, c'est de mettre le débat camerounais en perspective internationale. Nous avons observé un peu partout dans le monde ce qui se passe. Et la problématique générale, c'est entre la paix et la guerre. Qu'est-ce qui amène la paix? Qu'est-ce qui assoit la paix? Et qu'est-ce qui attise la guerre et les conflits? Dans ce dernier cas de figure, très souvent, ce sont justement les antagonismes créés, supposés ou réels. Et s'agissant du Cameroun, c'est un pays qui est particulièrement intéressant, puisque nous avons quand même 289 langues, 200 ethnies ou groupes culturels, et qui coexistent de manière positive depuis très très longtemps. Alors notre idée, c'est de dire, sur le plan international, on a vu qu'il y a des pays qui sont apparemment homogènes, tels que la Somalie, une même langue, une seule culture, une même religion, une même histoire, une même civilisation. Mais pourtant, aujourd'hui, la Somalie est le pays le plus chaotique, qui est d'ailleurs dernier à l'indice du développement humain de l'Afrique. Donc plusieurs conséquences graves. Voilà, donc ça veut dire que ce n'est peut-être pas ces indices-là qui sont les plus probants quand on analyse le problème de l'homogénéité. Ensuite, vous avez un autre pays qui a connu en 1994 un génocide, et pourtant c'était des gens d'une même religion, donc qui participaient à ce cataclysme. Alors la question que nous nous posons, c'est, nous avons toujours entendu parler de ce qui nous divise. N'est-il pas temps aujourd'hui de se focaliser sur ce qui nous lie, ce qui nous unit, ce qui fait de nous en réalité un peuple qui a un même destin, un futur de convergence. Voilà un peu l'idée qui nous semble pertinente en ce moment précis de notre histoire, qui est un moment important et un moment crucial. Merci, professeur. La préoccupation qui mène en ce moment, c'est de savoir si tout ceci n'est pas bon au niveau des principes. Au niveau des principes, je sais, les hommes politiques, les intellectuels, vous savez, comprendre ces choses, mais au niveau du Camerounais moyen, nous avons un sociologue sur le plateau, le docteur Paul Abouna. Je vais lui poser la question tout à l'heure, mais je voulais m'arrêter sur l'exemple du Nord Cameroun. Le Nord Cameroun à l'épreuve des pluralismes. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage que l'invité qui va prendre la parole à l'instant, le professeur Alawadi Zelayo, merci d'être sur le plateau. En nous focalisant sur le cas de l'extrême nord Cameroun et des pluralismes, est-ce que vous partagez la même expérience, les mêmes convictions? Ce qu'il convient de dire, c'est que nous sommes aussi bien dans la partie septentrionale que dans la partie méridionale des peuples d'immigration. Donc, c'est à la suite des mouvements migratoires que nous nous sommes retrouvés dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui le Cameroun. Si on ne prend que le cas du Nord Cameroun, c'est une diversité du point de vue ethnique, parce qu'il y a plusieurs ethnies, du point de vue culturel, parce qu'il y a plusieurs cultures, du point de vue linguistique, parce qu'il y a plusieurs langues. Et
effectivement, l'avènement du Cameroun à l'indépendance, notamment vers les années 60, a fait que finalement, ces peuples qui étaient plus ou moins engagés dans des conflits, n'est-ce pas, se sont quand même dépassés, transcendés et ont compris effectivement qu'ils avaient quelque chose de commun. Et il y a eu un certain nombre d'éléments qu'on peut évoquer ici. On peut évoquer la variable religieuse, si on ne prend que l'islam, qui effectivement a permis à cette région de construire une sorte de ce que certains anglo-saxons ont appelé l'Islamic Way of Life, c'est-à-dire un système de comportement qui fait que les gens peuvent avoir des comportements plus ou moins convergents. Alors, au-delà de ça, on va aussi constater que la langue qui a été portée par le conquérant d'hier, notamment les Fulbe, a finalement été érigée en un instrument de communication dans les interactions sociales. Aujourd'hui, il est difficile d'aller dans une famille au nord ou d'être dans un groupe ethnique où on ne parle pas le Fulbe. Et de ce, le Fufulde, autant pour moi, parce que la langue c'est le Fufulde. Et donc, de ce point de vue, on va constater que l'histoire peut aussi avoir un certain avantage. Vous avez bien fait de parler des langues, parce que juste à côté de vous, se trouve un éminent linguiste, le professeur Louis-Martin Onguéné, sociologue, puisque j'ai annoncé tantôt le docteur Paul Abouna, sociologue, auteur d'un ouvrage intéressant, Le pouvoir de l'ethnie, une introduction à l'ethnocratie. Mais je voulais vous introduire par cette préoccupation, docteur. Comment est-ce que celui qu'on appelle Bamileke aujourd'hui, ou celui qu'on appelle Betty, au nordiste, va accepter que nous sommes en réalité des frères? Je dirais que la thématique qui nourrit cet entretien s'articule autour de deux principaux pôles, la consanguinité et la coculturalité. Consanguinité parce que tous les Camerounais se partagent le même sang, et coculturalité parce que la culture c'est le mode de vie. Ils ont le même mode de vie. Vous voyez, un peu comme les enfants d'une même mère. Ils ont non seulement le même sang, mais la même éducation, au point où, bon, une éducation à partir de laquelle ils peuvent se retrouver. Mais il ne faudrait pas tout simplement le postuler, il faudrait le démontrer. Hein, la démonstration, elle est très simple. Nous avons hâte de découvrir cette démonstration. Parce qu'on dit que le Bamileke aime l'argent, il aime le terrain. Si nous prenons pour point de départ l'exemple que vous prenez. Oui. Moi, je suis Eton, par exemple. Oui. Et les gens seront très surpris de savoir que parmi les Eton, il y a des clans Bamileke, hein, avec des noms presque identiques. Il y a un clan, par exemple, dans la zone de mon atelier qu'on appelle les Mboura. Mboura. En réalité, c'est un hameau des Mbouda qui s'est détaché pour venir se domicilier, pour se sédentariser dans le département de la Lekié. On peut prendre des exemples comme cela dans ce qu'on appelle le Grand Sawa. Le Grand Sawa qui va... Allons-y, parce que ça paraît intéressant. Oui, le Grand Sawa qui s'étend pratiquement sur 5 régions. Le littoral, il est évident que dans le littoral, il n'y a que les Sawa. Dans le sud-ouest, vous avez Idabato, Mundemba, vous avez la zone de Manfé. Ça, c'est le sud-ouest. L'ouest, vous avez Sanchou, Kekem et surtout Banganté, parce que l'ancêtre éponyme, l'ancêtre fondateur des Banganté s'appelle Kembedi. Kembedi est effectivement Sawa. Donc, les Banganté ont un sang de Sawa qui coule dans leurs veines. On part dans le sud, on prend les fonds de Zoétélé. Oui, vous verrez que leur ancêtre éponyme s'appelait Fongo. Lui-même qui a été l'un des qui a eu pour descendant Pongo Songo. Pongo Songo qui est l'ancêtre éponyme des Pongo qui sont dans la zone de Dibombari. Donc vous voyez, on a déjà le sud, le centre, on a l'ouest. On peut prendre également des exemples dans la dynastie Tika. Lorsqu'on vous parle des Tika, par exemple, oui. les Tika forment une diaspora, c'est-à-dire au sens de dispersion, qui s'étend pratiquement dans 4 régions. On a la Damawa, Bankim, on a l'ouest du Cameroun, pratiquement une bonne partie des chefferies des grasses villes de l'ouest, on a le nord-ouest et on a le centre. Illustration. La femme qui fonde le peuple Tika est Mboum, elle s'appelle Wouten. Mboum, les Mboum de la Damawa. Il se détache donc de ce hameau pour venir se domicilier à Bankim. Et à Bankim, il y aura également un hameau qui va se détacher, qui sera conduit par Mbé. Mbé était l'aîné, il avait 2 frères, il avait un frère et une sœur. Le frère s'appelait Charéen et la sœur s'appelait Ngonso.
Mbé viendra donc créer les chefferies Tinka de la région du centre, de l'actuelle région du centre. Charien, lui, il va remonter pour créer la chefferie Tika de Fumban. Et Ngonso va remonter vers le nord-ouest pour créer la chefferie Tika du nord-ouest. Là, vous parlez bien du Cameroun et des Camerounais. Nous parlons du Cameroun et c'est des choses qui sont documentées, archivées, qui peuvent se vérifier. On peut prendre dans le septentrion, dans le prolongement de ce que Alawad disait tout à l'heure là, les peuples du septentrion viennent du Yémen. Mais ils n'ont pas voulu se soumettre à l'islamisation de Mahomet et ils sont partis de là en passant par la mer Rouge. Puis de la mer Rouge, ils sont venus au niveau de la vallée du Nil. Et de la vallée du Nil, ils sont venus se sédentariser autour du lac Tchad. Vous voyez que ça, c'est évidemment les points d'eau, mer Rouge, vallée du Nil, lac Tchad. Et à partir du lac Tchad, ils ont donc essaimé le nord du Cameroun et le nord du Nigeria. Les Kanouris vont par exemple aller former l'état du Borno. Les Wandara vont former l'état du Mandara. Les Laka, les Mundang et les Tupuri vont s'installer sur les rives du Logon. Maintenant, les Mboum et les Voutés viendront plus au sud. Donc vous voyez que la filiation, elle est vraiment patente. Il y a des exemples qu'on pourrait évoquer. Mais à côté de cette filiation-là, à côté de cette consanguinité, il y a également une co-culturalité. Et pour en finir avec la consanguinité, ça c'est la consanguinité innée. C'est-à-dire nous partageons les mêmes sangs, mais à côté de cette forme de consanguinité, nous en avons deux autres qui ne sont pas innées, c'est-à-dire les consanguinités acquises par des mariages interethniques. Intertribaux. Intertribaux. Et vous savez que chez nous, au Cameroun, ce n'est pas l'individu qui se marie, mais c'est le groupe qui se marie. C'est-à-dire moi, je suis un Etone, par exemple, un Bournamni, mais si j'épouse un Bafang, c'est tout mon clan qui épouse les Bafang. Et là, nous établissons la consanguinité qui signifie l'exogamie. C'est-à-dire nous ne pouvons plus nous marier. Donc il y a donc cette consanguinité-là qui s'objective par les liens de mariage. Mais il y a également quelque chose qu'on oublie, ce qu'on appelle les pactes de sang. Les pactes de sang, les alliances de sang entre les groupes. Les voûtés en ont un avec les petits qu'on appelle Manjara, le pacte de Manjara. Ça s'explique comment? Ça se décline comment? Oui, c'est-à-dire à la suite d'une guerre, pour avoir la garantie que vous n'allez plus vous combattre les uns les autres, vous échangez d'abord de partenaires. C'est-à-dire vous envoyez vos filles en mariage chez vos adversaires et les adversaires en font autant. Et puis, il y a également le pacte réel, c'est-à-dire vous vous blessez. Enfin, les deux leaders du groupe se blessent et puis ils se lèchent ce sang-là et leur descendance est donc assujettie à cette alliance-là. Vous parlez de ce qui s'est passé au Cameroun? Ça se passe encore. Mais à des formes résiduelles maintenant, puisque ce pacte de sang-là, on l'observe généralement chez les gens qui, au niveau des relations amoureuses, mais ils peuvent être étendus au niveau des groupes. Si je ne me retenais, j'allais applaudir. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres panélistes. On peut applaudir. Merci pour ces éclairages, Dr Paul Bouna. On va revenir sur ces exemples et sur bien d'autres, parce que d'autres spécialistes, d'autres panélistes ont des exemples à faire partager tout à l'heure. Puisque j'annonçais le professeur Lumata Onguenesono, j'aimerais vous poser la question précise. Professeur, moi je suis Etundi Lazare, un bon Léondo dans le centre. Vous avez tendance à me dire que le Bamileke, ou celui qui parle les langues, Bamileke parce qu'il y en a certainement plusieurs, ou celui qui parle des langues de l'Est, de l'Ouest, avons quelque part des liens au plan de la langue. Oui, merci de me passer la parole. Tout cela pour confirmer ce que viennent de dire mes prédécesseurs et notamment ce que vient de dire le docteur Abouna. Les déplacements des peuples camerounais à travers leur territoire montrent également qu'au plan de la langue, je vais dire au plan des langues, il y a beaucoup de ressemblances en profondeur, parce qu'en réalité, on nous a toujours fait croire que le Cameroun dispose de plusieurs langues. Actuellement, on en parle de 289, mais si on regarde bien, il y a un socle commun. Il y a un socle commun qui unit la plupart de toutes ces langues. Cela signifie que, par exemple, sur le plan des substrats, le substrat, c'est ce qui est au fond d'une réalité quelconque. Alors, si vous regardez bien la plupart des langues, parce que les langues camerounaises viennent, je vais me permettre de le dire, d'une grande famille de langues. Vous avez dit de ne pas donner les termes très scientifiques, mais ça s'appelle un phylum. Le phylum est
est un ensemble, est une grande famille de langues desquelles on peut, qui aboutissent à une diversité superficielle des langues. Et le Cameroun a 3 phylums sur les 4 qui existent en Afrique. Donc, la plupart des langues camerounaises entrent dans le 3e phylum que l'on appelle le phylum Niger-Kordofan. Il y a 180 langues sur les 300 qui existent. Alors, sur ces 180 langues-là, vous allez observer que, à les analyser très minutieusement, la plupart de ces langues qui appartiennent donc aux langues bantoues ont une même base. Cela signifie, par exemple, que si je prenais un tout petit exemple, voilà tous les mots qui commencent par M, par M, en fait, en linguistique, nous disons M, la consonne M. Si je dis mot au singulier, son pluriel va être bot. Donc, le singulier commence par me, le pluriel va être be. Donc, vous prenez une langue de l'est du Cameroun, du centre du Cameroun, du littoral, du sud-ouest, du nord-ouest, vous allez observer ce phénomène-là. Alors, j'ai dit mot, j'ai dit minga, j'ai dit monga, tout cela, je vois un vrai bassin à mes côtés. Monsieur le professeur, comment vous dites l'enfant chez vous? Mangé, le pluriel c'est bangé. Voilà. Donc, toutes les langues bantoues commencent par me. On dit monga. Monga, le pluriel c'est bonga. Vous dites minga, le pluriel c'est bininga. Voilà. Mot. C'est pratiquement systématique. Pour toutes les langues bantoues, vous avez ce socle-là. De plus, nous allons observer que sur le plan morphosyntaxique, cela signifie sur le plan des rapports des unités linguistiques entre elles. Pour ceux qui parlent encore leur langue à la maison, les enfants disent « Papa, il n'est pas là ». Cela tient du fait que dans la structure des langues, le sujet est toujours vérifié au plan du genre, au plan du nombre, pour vérifier que le verbe qui suit est au singulier. Donc l'enfant va vous dire « Papa, il n'est pas là ». Monsieur Tunde, comment vous dites ça dans votre langue? Doucement, hein, pour que vos auditeurs comprennent. Papa, il n'est pas là. Non, votre langue. Anewondo. Ici, Wama. Tara, Asikvala. Voilà. Ça signifie Tara, A. Tara, A. Sekik. Donc le A que vous avez vérifie que vous avez respecté le singulier du sujet qui va donc s'accorder avec le pluriel. Vous pouvez le mettre au pluriel. Be, Tara, Be, Sikvala. Voilà. Vous voyez donc qu'il a commencé par Be. Le vérificateur que l'on appelle le principe d'accord va commencer lui aussi par Be et il va arriver au pluriel. Papa à Seki. Be, papa, Be, Seki. Maman à Seki. Be, maman, Be, Seki. Ça montre exactement. Vous aurez la même chose en Féfé, en Gomala, en Douala, en plus, je vais vous dire en Foufoulde aussi, parce que j'ai entendu parler du Foufoulde. Le Foufoulde entretient des relations très étroites avec les langues bantoues. On ne le classe pas parmi les langues tchadiques. Ceux qui le font peut-être par erreur, sauf si c'est moi qui me trompe. Mais le Foufoulde appartient bien à des langues qui sont des langues bantoues. Cela vous montre donc que la diversité linguistique dont on nous parle tant, elle est véritablement apparente puisque nous avons un socle, nous avons une base commune. Et tout à l'heure, si vous le permettez, je pourrais prendre des mots qui vont vous montrer que tel mot a la même racine dans telle langue, dans telle langue. Allons-y, c'est intéressant. Alors, est-ce que je peux prendre mon petit papier parce que je ne suis pas locuteur de toutes ces langues-là. Alors, au hasard, j'ai pris le mancon. Le mancon. Le mancon, une langue du nord-ouest. Oui, du nord-ouest. Et je vous donne le français. Le français, c'est le cœur. En mancon, le cœur se dit tem. En ewondo, il se dit nem. En bassa, nyem. En douala, moulema. Vous voyez, vous avez exactement la même racine. La même racine. Je vais vous dire que j'ai trouvé les mêmes mots au Burundi, au Rwanda, en République démocratique du Congo, en Afrique du Sud. Parce que nous avons ce que nous appelons des langues bantoues. Je prends un deuxième mot, si vous permettez, le ventre. Le ventre. Le ventre, vous savez qu'il faut nourrir le ventre. C'est ça. Bon. Alors, en manquant toujours, le ventre se dit boum.
En Ewondo, comment vous le dites? Aboum. Très bien. J'ai vu un bassa, comment on se dit le ventre? Liboum. En Douala, c'est Diboum. Vous voyez que vous avez encore là la même racine. Je prends un troisième mot, si vous permettez, la peau. La peau, nous savons maintenant notre peau. En Mankon, il se dit Gop. En Ewondo, il se dit Ekop. Chez les Bassas, il se dit Kop. En Douala, c'est Ekobo. Alors, vous voyez, vous avez là encore la preuve que... Si je ne me retenais, j'allais vraiment applaudir. C'est fantastique. Cette démonstration, toutes ces... Alors, cela montre parfois que nous, à l'université, nous discutons avec nos collègues qui sont à Douala, qui sont à Tchan, qui sont à Bouya. Lorsque nous discutons de ce genre de termes, nous parlons pratiquement la même langue, puisque nous avons les mêmes démonstrations. Ce n'est pas la peine de dire que je vais prendre le Kenyan, qui est une langue du sud-ouest. Je vais prendre les Ton ou les Wondo, une langue du centre. Je vais prendre le Gomala, et nous allons faire des démonstrations différentes. Non, nous faisons une seule démonstration qui tient de bout en bout. Merci pour toutes ces explications. Merci, madame. Je voulais m'arrêter sur quelques exemples. Nous avons comme invité M. Dieudonné Iodi, qui est traditionnaliste, entre autres, auteur d'un ouvrage intéressant, Les légendes Bombolé. Merci d'être au rendez-vous. Comment réagissez-vous face à toutes ces explications, vous qui tenez à notre tradition, vous qui avez une certaine connaissance de notre histoire? Favorablement et heureusement. Je pourrais commencer par dire quelque chose que tous les Camerounais comprendront certainement, peut-être pas les autres, c'est que le Cameroun est une chance pour l'Afrique et le Cameroun est une chance pour le monde. C'est parce que tous les peuples du Cameroun sont restés traditionnellement et initiatiquement attachés au nombril du monde qu'est le Cameroun. Ce n'est pas une invention. Si ceux qui s'intéressent aux questions d'ordre tellurique savent que quand on regarde les cartes des courants telluriques sur la planète, le seul espace émergé, donc hors des eaux, où les trois principaux courants telluriques se croisent, c'est le plateau de l'Adamawa. Au Cameroun. Au Cameroun. Le plateau de et je voudrais rappeler que l'Adamawa, comme par hasard, est le seul endroit au monde où on retrouve Adama et Awa. Voilà. C'est le commencement du monde. Au Cameroun. Il faut qu'on en soit conscient au Cameroun, il faut que les Camerounais le sachent. C'est un fait historique, scientifique, démontré, prouvé. Alors c'est pour cela que donc, en fait, à la Fondation Bombolé que j'ai contribué à mettre en place, nous nous sommes intéressés à une question particulière. C'est la question de ce qui fonde la tradition, l'initiation. Quand on vérifie, je vais donner un exemple très simple. Lors de la fête de l'unité au mois de mai, le 20 mai, le 20 mai, disons, dans ce week-end-là, les adultes de la Fondation Bombolé ont accompagné une association de jeunes Camerounais de toutes les tribus qui est allée rendre visite aux rois de l'Ouest, les rois Bamileke et le sultan roi des Bamoun. Alors il y a deux choses, je vais aller en raccourci, deux choses importantes qui sont passées. La première, c'est que tous les rois Bamileke et le sultan Bamoun ont fait accéder cette vingtaine de jeunes gens, garçons et filles au cœur de leurs sanctuaires qui sont généralement secrets. Oui. Donc c'est quelque chose qu'il faut saluer. Oui. La deuxième chose, c'est que dans nos échanges, les jeunes ont réalisé que ce qui fonde le cœur du processus initiatique de nos 280 tribus figure sur le pagne armorial des peuples Bamileke et Bamoun. Il y a un pagne qu'ils ont l'habitude de revêtir et de mettre dans tous les sanctuaires et les palais. Avec des symboles. Absolument. Tous ces symboles-là, tous, sans exception, font partie du substrat essentiel de l'initiation de tous nos peuples. Donc c'est pour cela qu'à la Fondation, nous avons pensé qu'il était sans doute grand temps que les peuples du Cameroun approfondissent ce qu'ils ont, qu'ils le restituent à la communauté camerounaise et qu'enfin le monde puisse écouter le Cameroun parce qu'il est grand temps. La paix est menacée sur le monde et pas simplement au Cameroun. Merci de toutes ces révélations. On va poursuivre nos échanges dans un instant, madame, monsieur. Je vais annoncer les interventions des
dames, parce qu'elle est sur ce plateau, Madame Aveline Ava, la présidente de Arc Jammers, qui a un projet, puisqu'on va parler des propositions tout à l'heure. Madame Lucie Fanjon, qui est chercheure à l'université, elle va intervenir en anglais également, parce qu'elle va nous faire des révélations pour confirmer ou infirmer tout ce qui se dit ici. Juste le temps d'une respiration artistique, Madame, Monsieur, prenons juste une légère pause. Voici un intermède artistique. Aux jeunes que nous sommes, dirigeants de demain, travaillant comme nos aïeux pour l'avenir de notre beau pays. Repoussons toute adversité venant de tous nos ennemis, de près, de loin et même d'ailleurs, pour notre chère patrie. Oh Dieu, nous te prions, donne-nous la volonté, sème l'amour, stoppe la haine qui déchire et qui détruit. Nous sommes un, les Sawa et les Fulbe. Nous sommes un, les petits et les Grassfields. Nous sommes un, les Bassa et les Mbamois. Nous sommes un, les Tika et les Baya. Et tous ensemble, réunissons nos cultures. Puis ensemble, réunissons nos futurs. Oh, yeah, oh, 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 zigzag, yeah, oh, yeah, we are one. Sawas and the Fulbes. Yeah, we are one. From the teas and the grass fields. Yeah, we are one. The Bassas and the Tikas. Oh, we are one. The Baya and the Mbamwa. Hey, come together. Let us join our cultures, and then together, let us plan our future. Yeah, oui, tous ensemble, réunissons nos cultures. Yeah. Oh, plus ensemble, réunissons nos futurs. Oh, yeah. Zigzag zoo, yeah. Oh, nous sommes là. Larifon, un prince du nord-ouest Cameroun, basé à Yaoundé, il évolue à Yaoundé avec les Eondo, les Bassa, tous ceux qui sont à Yaoundé, et qui s'est donné la mission de faire le tour du pays, toujours dans la recherche de la fusion musicale, cette culture métissée. Merci Larifon. Madame, Monsieur, nous sommes toujours dans ces échanges sur le thème Cameroun, tous enfants d'une même mère, tous enfants d'une même mère. J'ai annoncé tantôt les interventions des dames, de quelques dames qui sont sur ce plateau, même si on attend toujours les réactions et les interventions des autres dames par téléphone, par SMS, par lettre, pourquoi pas. Et pour d'autres émissions, dans le cadre de ces échanges, j'ai annoncé Madame Lucie Fanjon. You are welcome. Where are you from? I'm from Cameroon. Merci d'être au rendez-vous aujourd'hui. Quel est votre regard relativement à toute cette problématique? C'est vrai que je vais revenir sur l'analyse du docteur Mathias Eric Onangini tout à l'heure. On dit généralement qu'au Cameroun, il y a les anglophones
et il y a les francophones. Sont-ce des tribus également? Parce que vous êtes là pour nous expliquer votre regard par rapport à tous les débats que nous avons commencés. Thank you, Mr. Itunde, for giving me the floor. And I would like to say that the other speakers have already said much. And if I want to confirm why you agree with them? Yeah, I'm in line with them. Yeah. And that's the confirmation why I've said I'm from Cameroon. This is because Cameroon has one cultural heritage. We are having about 5 regions, but that's just the diversity that makes the strong or the strength that Cameroon has today. When you look at the history of Cameroon, it is a confirmation that we are one. What we have as a unifying factor to prove this is because today we have the cultural life of Cameroon that permits us to look at ourselves as one. We have the people of Cameroon, we have the religions of Cameroon, we have the National Day, which is the 11th February. That is when the plebiscite was formed, where our Anglophones choose to join with the Francophones to be one under a federal republic. As that was not enough, because they were standing or they were having 2 flags, they decided to have what we have today, the 20th May, the reunification. That is, the reunification is a symbol that designed that we are one, because instead of 2 stars during the plebiscite, we now have the 1 star which is on the Cameroon flag. Many Francophones are sending their children to Anglophone schools because in Cameroon is the only country in the world after Canada that has the French and the English. So it's just 2. Seeing the importance of what it means to have a bilingual country, there is no difference. It may just take time for us to be more anglophones or more francophones. En fait, vous voulez dire bravo à ces Camerounais qui ont déjà compris, they have understood that it's important. Yes, it is important to learn both languages because we are one. Because if people are not one, there's always that division of ideas. He could have not even seen it as something. At first, a francophone could say, well, what do I do with the English language? Or an anglophone would say, what do I do with the French language? But seeing that Cameroon is the center of the world, because just as Cameroon is Africa in miniature, Africa is the world in miniature, and Cameroon stands at this point, the standpoint, or the pole from which many things in Africa are involved. Thank you very much for those explanations. Merci beaucoup. Avant d'approfondir ces aspects au plan politique, avec le docteur Mathias Rico-Nangini et le professeur Jean-Emmanuel Pondy, je voudrais partager l'expérience de M. Jérôme Milène, qui est un homme d'affaires bien connu, qui va et vient du nord au sud du pays, de l'est à l'ouest, et qui est aussi très attaché aux questions de culture. Monsieur Jérôme Milène, merci d'être au rendez-vous. Je dois signaler aux téléspectateurs que vous êtes le président d'une association importante, le Mboglia. Alors, je voulais interroger votre expérience en tant qu'homme d'affaires. Vous vous sentez à l'aise de faire des affaires avec tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, puisque c'est la sonnerie de l'unité qui retentit sur ce plateau par rapport aux autres sirènes des divisions, parce que dans votre expérience. Oui, d'abord, mon expérience de quelqu'un qui côtoie les hommes d'affaires, parce que j'en suis pas un, encore qu'il faille définir ce que c'est qu'un homme d'affaires, n'est peut-être pas ce qui me motive le plus aujourd'hui sur ce plateau. Comme vous l'avez dit, je suis président d'une association culturelle qui s'appelle Mboglia et qui théoriquement rassemble les Bassampo bâtis. Moi, je suis un apprenant permanent. Et je suis édifié parce que j'ai entendu jusqu'à présent sur ce plateau. Et en fait, l'idée de cette émission-là avec Jean-Emmanuel venait de tous les questionnements que j'ai eus dans mon processus initiatique, tant au niveau de la culture
qui est la même mienne qu'au niveau de la culture nationale camerounaise. Moi, je suis fils d'un Bambok, c'est-à-dire de la tradition antique Bassa Mpobati. Et j'ai eu donc la charge de conduire cette association culturelle Mboglia. En fait, quand j'ai pris les rênes de cette association, j'ai commencé par me poser des questions. Et à vrai dire, j'ai plus de questions que des réponses jusqu'à présent. Et j'espère que cette émission va m'aider à faire comprendre à tous les Camerounais ce que c'est que cette osmose culturelle que nous vivons. Parce que quand on parle de Mboglia ou de Bassa Mpobati, pour prendre cet exemple précis, est-ce qu'on parle d'un lieu géographique? Est-ce qu'on parle d'un espace culturel? Est-ce qu'on parle d'un espace cultuel? Quand est-ce qu'il commence et quand est-ce qu'il finit? Et comment est-ce qu'on le définit dans le Cameroun d'aujourd'hui? Toutes ces questions-là méritent une réponse claire pour que nous puissions nous poser sur cet espace géographique national. Alors, moi, j'ai été très frappé par le fait que quand on met en exergue ce que sont ces peuples-là, et je parle des Bassa Mpobati en particulier, on ne met en exergue que nos différenciations, alors qu'en réalité, on a plus de points communs que de points divergents. D'où la question que j'allais vous poser avant que vous ne continuiez. Dans le cadre d'une association, Mboglia, Bassa Mpobati, comme dans d'autres associations culturelles au Cameroun, on est réunis pour s'organiser et pour s'imposer face aux autres Camerounais. C'est bien que vous nous donniez cette réponse sur ce plateau, ici et maintenant, pour que nous soyons rassurés. En fait, on pourrait le penser, mais très vite, ce raisonnement-là est battu en brèche. Parce que qu'est-ce qu'un Bassa aujourd'hui au Cameroun? Voilà. Quand vous avez un Bassa qui a épousé une Bamileke, ceux qui naissent de là... Ou une femme Betty. Ou une femme Betty. Oui. Ceux qui naissent de là, sont-ils Bassa, sont-ils Bamileke? Comment les définissons-nous? En réalité, c'est ça qui fait la spécificité du Cameroun. C'est-à-dire qu'on est dans une sorte de mouvance permanente où on ne peut plus définir de façon claire les frontières, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient linguistiques. En fait, on est Camerounais. D'où la réponse de Mme Lucie Fon tout à l'heure, que chacun aurait pu donner. On est Camerounais et fiers de l'être. D'ailleurs, dans l'expérience des jeunes dont on parlait tout à l'heure, qui s'appelle Synergie de la jeunesse camerounaise, nous avons accompagné ce mouvement-là en tant que Mboglia, mais comme l'a dit Dieudonné Yodi tout à l'heure, il y a tout là-dedans sauf des Bassa. Tous les Camerounais étaient représentés. Absolument. Et l'expérience initiatique qu'ils ont eue au niveau des différentes chefferies était une expérience qui a été partagée par tous ces jeunes-là qui ont fait une reconstitution de leur histoire. Et ça a été édifiant. Ils sont sortis de là totalement métamorphosés. En fait, moi, ça m'a rappelé les lycées à internat des années 60 où nous étions tous Bamileke, Ondo, Bassa, Fufulde, sans qu'on sache qui est quoi et qu'est-ce qui fait sa différenciation. Et même aujourd'hui, parce qu'on le voit, il y a des internats, même aujourd'hui, ça se poursuit. D'où cette préoccupation, Dr Mathias Eric Owenangini, comment interpréter les sirènes persistantes qui vous rappellent, quand ça ne vient pas parfois d'une certaine presse, de certains hommes politiques, qu'il y a les anglophones d'un côté, les francophones de l'autre, qu'il y a les Bamileke, les anglo-bamés, il y a même des associations très compliquées, nord-sud. Comment, d'après vous, faut-il interpréter ça? Je pense que nous ne devons pas être complexés par la multiplicité, parce que la multiplicité est la fille de l'unité. Les deux choses sont reliées. Et le Cameroun est un modèle réduit de ce qu'est l'Afrique. L'Afrique fonctionnera toujours avec la diversité. La diversité est dans notre ADN historique.
Et nous l'avons toujours organisé. Tous les empires africains symbolisent à la fois l'unité et la diversité. Je prends le plus prestigieux, qui est Kemet, l'Égypte ancienne. Vous avez l'État pharaonique, le Péra, la grande maison. Et puis vous avez à la part ce qu'on appelle les provinces, les sapats. Sapats, quand je vous dis sapat, vous ne comprenez rien à ce que je vous dis. Mais si je vous dis Safia, si je vous dis Tchapia, vous commencez à comprendre. Parce que les provinces de l'Égypte étaient des friches administratives. L'Égypte étant un État agraire, on concevait les provinces sur le mode de l'irrigation. Et les sapats, donc, c'est des friches administratives. Voilà pourquoi dans un certain nombre de nos langues, pour dire défricher, on dit Tchapia, Safia, Safia, ainsi de suite. C'est valable chez les petits, chez les bassards, chez les douala, chez les barilékés, ainsi de suite. Je pourrais aller plus loin, mais ce que nous devons comprendre, c'est que la diversité n'est pas un ennemi de l'unité. Ça dépend simplement de comment on l'organise. Et ce qui fait la communauté d'un pays, c'est son accord sur les règles, sur les institutions. C'est ça qui est important. Merci pour toutes ces informations, ces explications, professeur Jean-Emmanuel Pondy. C'est vraiment intéressant, c'est bien beau, mais il reste cette confusion. Parfois installée par les médias internationaux. Vous êtes un internationaliste et c'est dommage que nous n'ayons pas un médiologue sur ce plateau, mais vous y connaissez très bien. Parfois, quand on écoute des médias qui arrosent nos pays et que nous écoutons, parfois aveuglement, on insiste sur les divisions lors des interviews, des émissions, pour dire tel groupe s'oppose à tel autre dans ce pays. Et en écoutant ces informations, parfois certains de nos compatriotes n'écoutent pas les radios locales. Je ne vais pas parler de la CITV pour dire que c'est ailleurs qu'on nous donne cette information. Comment analyser ce phénomène? Très bien. Je dirais que je suis d'abord vraiment très content du développement de cette table ronde qui, j'espère, dévoile enfin à de nombreux Camerounais qui ils sont, quelle est l'essence de leur propre civilisation, de leur propre culture. C'est très important. Maintenant, s'agissant du rôle des médias, quelquefois nationaux, mais souvent aussi internationaux, ce n'est pas un rôle anodin. C'est-à-dire que ce n'est pas une posture qui est prise au hasard. Quand on essaye de faire ressortir ce qui nous divise, quand on essaye de nous montrer en quoi nous sommes différents les uns les autres, il y a derrière cela un agenda bien caché, mais aussi souvent bien clair. C'est-à-dire que plus on vous montre pourquoi vous ne devez pas vous entendre, plus on vous vend aussi les armes de votre propre description, parce que il faut bien comprendre que si vous voulez obtenir du crédit pour faire un champ de maïs ou un champ d'ananas de plusieurs hectares, vous ne l'aurez pas. Mais si vous voulez du crédit pour acheter des armes, on vous mettra tout de suite le placement financier pour cela. Ce que je dis là, ce n'est pas des élucubrations. C'est connu par tous ceux qui sont dans ces métiers des armes, par exemple. Donc, il y a tout un montage qui fait qu'une fois que vous êtes convaincu que celui qui est à côté de vous, pour être né dans une partie du pays, et de ce fait votre ennemi, ce qui est tout à fait absurde et irrationnel, eh bien vous allez recourir aux armes qu'il faut pour l'abattre d'une façon ou d'une autre. Et pendant que vous le faites, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos avoirs, c'est-à-dire ancestrales, c'est-à-dire les mines que vous avez, les minerais, les richesses, sont tranquillement prises de manière systématique. Donc je pense qu'il faut que nous comprenions qu'il ne faut pas tomber dans ce piège. Pour revenir sur le cas précis du Cameroun, ça veut dire, professeur, que c'est le pétrole du Cameroun, en fait, qui intéresse ses amis ou ses faux amis. C'est-à-dire que comme par hasard, ces derniers temps, le diamant du Cameroun, on a constaté que la zone de Kousséri est une zone pétrolifère importante. Comme par hasard. Et on a entendu parler, justement, de la nécessité de singulariser cette partie. Et peut-être de faire en sorte qu'elle ne fasse plus partie de l'ensemble du Cameroun, ce qui, bien sûr, serait incompréhensible et inacceptable, il faut bien le dire. De même, il se trouve que, du côté de l'Est, on nous a annoncé le plus grand diamant du monde de ce côté-là. Et par extraordinaire, des troubles aussi naissent de cette partie. Alors il faut bien que nous soyons quand même avec les yeux ouverts et que nous lisions ce qui se passe dans le reste de l'Afrique.
et que nous comprenions que nous pouvons tirer des leçons de ces événements pour justement anticiper au Cameroun. Parce que tout est question d'anticipation et de compréhension globale. Il faut que nous comprenions qu'on nous a promis l'Eldorado dans un certain pays dénommé la Libye, où il y aurait le développement, la paix et l'unité. Après le départ du président Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la Libye est dans un chaos total. C'est ce qui est sûr. Et nous avons même appris de 1,5 million de barils de pétrole exportés par jour, la Libye est maintenant en passe d'importer le pétrole. Bon, ce qui montre quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas tout à fait. Et donc, je pense que pour nous, les Camerounais, nous devons relire la situation du monde, ne pas tomber dans les mêmes pièges. Et la grande particularité du Cameroun, c'est, je pense, le fait que nous ayons été dans un pays où la majorité des gens savent lire, écrire et faire des calculs minimaux. Quand même. Oui. Je voudrais dire qu'en 1902, sur la colline de Mvolier, je dis bien 1902, il y avait déjà 3000 écoliers. Oui, formés par les Palotins. 1902. Et il y a pratiquement dans tous les territoires du Cameroun des écoles primaires. Quand vous avez des écoles primaires, c'est un rempart contre l'aventurisme. Parce qu'en fait, quand vous ne savez ni lire ni écrire, dans les langues où on écrit surtout beaucoup, vous êtes la proie des démagogues et des gens qui viennent vous raconter des choses. Mais en général, le Camerounais va quand même regarder après la véracité de ce qu'on lui dit et le bien fondé, et est capable lui-même, à son niveau, de tirer les conclusions qui s'imposent. Ça, c'est une particularité camerounaise. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que quand vous allez dans nos villes, vous allez remarquer que le Cameroun est l'un des rares pays en Afrique où toutes les villes camerounaises ont des noms camerounais. À l'exception de Victoria, Limbe, qui est devenu Limbe, et puis Forforo, qui est devenu ensuite Kousséri. Le reste des pays, c'est pas comme ailleurs, vous avez des noms de je ne sais pas trop quel conquérant, etc. Nous n'avons pas cela. Et j'ai entendu tout à l'heure dire que nous étions une colonie. Non, je voudrais rectifier cela. Ah, merci. Oui, je voudrais rectifier cela. Nous n'étions pas une colonie. Le Cameroun a aussi un parcours que, curieusement, beaucoup de Camerounais s'attellent à réfuter, tant il est original. Nous avons été un protectorat allemand. Ah, voilà. Et nous avons d'ailleurs récusé le terme de ce protectorat, une fois que nous avons compris que l'interprétation de notre interlocuteur n'était pas la nôtre, d'où la rentrée en rébellion contre cela. Ensuite, nous avons été un mandat, c'est-à-dire un territoire sous la SDN, la Société des Nations, mais mis provisoirement sous la gestion administrative de la France et de la Grande-Bretagne. La différence, c'est quoi? C'est que quand vous êtes un territoire sous la SDN, jusqu'en 1945, où on est devenu sous une tutelle sous l'ONU, la différence, c'est que chaque année, la puissance tutélaire ou mandataire doit faire un rapport. Et vous avez ce qu'on appelle le droit de pétition. C'est-à-dire la possibilité de dire « oui, nous sommes d'accord avec tel aspect, non, nous contestons tel autre ». Donc depuis 1919, les Camerounais exercent leur droit de pétition. Et ce qui est important de savoir, c'est que puisqu'on refusait de les envoyer à Genève d'abord pour la SDN, puis à New York ensuite, qu'est-ce qu'ils faisaient les Camerounais? Ils faisaient une quête populaire. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on va envoyer 2 ou 3 pétitionnaires, ils n'ont pas d'argent, puisqu'on ne veut pas qu'ils y aillent, eh bien, on fait une quête populaire où l'argent donc des paysans, l'argent des commerçants, je dis bien chaque individu, chaque personne du territoire donnait de l'argent, et c'est avec ça qu'on achetait donc le billet d'avion, et puis le séjour, pour aller dire, nous sommes d'accord avec tel aspect, parce que ça arrivait des fois, mais nous ne sommes pas du tout d'accord avec tel autre aspect. Et donc cet esprit de discernement est une particularité qu'on retrouve au Cameroun, mais peut-être aussi au Togo, je suppose, un peu, mais bien qu'ils aient eu un cheminement historique différent. Voilà donc quand même ce qui fait aussi la particularité. Ce qui fait la particularité du Cameroun, donc, nous avons suivi de très très près nos intérêts depuis au moins les années 1884. Alors, docteur Paul Abona, je voudrais revenir à vous tout à l'heure dans votre intervention précédente. Vous avez annoncé que si on s'engageait dans l'onomastique, l'étude des noms,
ou même dans la considération des différents mais du Cameroun, on allait entrevoir ces liens d'unité. Mais je m'en voudrais de ne pas interroger Mme Aveline Ava, qui est sur ce plateau, parce qu'elle a eu une initiative très intéressante avec l'association Arc Jammers. Merci d'être sur le plateau aujourd'hui. Aveline Ava, où est-ce qu'on en est avec Arc Jammers et ces projets qui visaient la jeunesse, associer la jeunesse dans l'engagement citoyen, patriotique? Merci Lazare de me donner la parole. Je me sens privilégiée d'être parmi ces grands cerveaux, ces grands professeurs, et ma sœur qui est là, qui est toute belle dans sa tenue. Et pendant que tout ce monde parlait, j'ai entendu parler d'Adamawa. Vraiment, je suis flabbergastée. J'étais en train de regarder les ampoules qui éclairent ce plateau et je me disais, un jour il y a eu quelqu'un qui s'appelait Thomas Edison, qui a dit, moi je vais créer l'ampoule électrique. Et les gens l'ont regardé comme un fou. Il a fait un essai, ça n'a pas marché, un deuxième, un troisième, un quatrième. Il en a fait, je crois, 99. Chaque fois qu'il convoquait les scientifiques et la presse pour dire, voilà, cette fois-ci, j'ai trouvé la formule. Il testait la formule, elle ne marchait pas. Les gens riaient à son nez. Il ne se décourageait pas. Il repartait chez lui et il réessayait. Et au bout de la 100e fois, donc, quand il a réussi, on lui a demandé, comment vous vous sentez d'avoir échoué 99 fois? Il a dit, vous voulez dire comment je me sens d'avoir améliorer le système 99 fois pour arriver au succès. S'il y a l'ampoule électrique aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a été suffisamment fou quand personne n'a cru en lui pour dire moi je vais essayer. Je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce domaine. Parce que tout d'un coup, je ne peux plus regarder mon frère du Nord comme étant un nordiste, un musulman. Peut-être même quelqu'un qui est même proche de Boko Haram quelque part, j'en sais rien. Je ne peux plus le regarder comme ça quand je sors de cette table ronde. Le projet Arc Jammers qui va arriver en décembre, qui est Camera Action for Peace, Camera Action pour la paix. Donc c'est comme ça qu'on a décidé un jour de 2008 aux États-Unis de nous rassembler et d'utiliser la musique et autre chose pour promouvoir des actes de générosité, pour toucher une vie. Une deuxième, une troisième, etc. Avec de nombreux autres Camerounais. C'est aussi dans ce cadre que nous avons amené les Américains qu'on appelle aujourd'hui Caméricains au Cameroun. Pourquoi? Parce que quand ces gens nous ont vus à l'œuvre aux États-Unis, ils ont vu des Africains qui viennent aider des Américains. Avec rien, hein, nous on n'a rien. Hein. On n'est pas Michael Jackson. Mais ils ont dit, mais comment ça les Africains viennent nous aider? Et ça les a tellement subjugués qu'ils ont dit, vous savez quoi, nous on a fait nos tests ADN, on a regardé ça, on a regardé Cameroun. On n'a rien vu d'intéressant, on est resté dans notre coin et là on découvre des gens qui font des choses. Tout d'un coup on est fiers d'être Camerounais et on a envie de connaître le Cameroun. C'est comme ça que le programme de Ancestry Connection Programme a commencé. Et puis alors est venue l'idée de créer sur le territoire l'action que tu connais qui s'appelle Camera Action. Oui. Qui est quoi? Qui est qu'on veut mobiliser les jeunes pour qu'ils soient comme nous, des gens qui arrêtent de critiquer, de blâmer, de pointer du doigt, et qui essayent de faire quelque chose à leur petit niveau pour apporter leur contribution pour le développement du pays. Le lancement de Camera Action a été une fabuleuse occasion de voir que la jeunesse dans ce pays est dynamique, elle est inventive, elle est créative, elle demande simplement une plateforme pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir apporter sa contribution. Bon, en décembre, il s'agit de mobiliser les jeunes. Les jeunes Camerounais. Les jeunes Camerounais. Dont on sait qu'ils sont nombreux. Ils représentent plus de 60% de la population, j'ai appris. Voilà. Mobiliser la jeunesse pour passer ce message de solidarité, ce message de fraternité, ce message d'unité, pour dire à nos frères en uniforme, nos frères et sœurs en uniforme, qui risquent leur vie au quotidien pour protéger les nôtres, les forces de défense que nous sommes avec eux, qu'on les soutient, que nous disons non à toute forme de désordre, d'instabilité, etc., qui veut pointer du doigt. Elle n'est pas encore là, mais elle veut pointer du doigt. Nous disons non. Les jeunes ont cette capacité de se mobiliser et de dire non, et d'être entendus peut-être beaucoup plus que les adultes. Et c'est ce projet que nous apportons en décembre. Nous sommes en train de le préparer. Ce sera quelque chose que nous espérons être énorme. Que nous attendons, que nous appelons de tout nos voeux. Mais ce que mes frères Jérôme et Jean-Emmanuel ont proposé pour moi, j'ai trouvé que c'était fabuleux parce que c'est comme une introduction. Parce que quand on vient dire à des jeunes qui sont même sans emploi, n'est-ce pas, professeur, qui ont des licences, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas d'avenir, qui n'ont pas d'espoir. Oui, mobilisez-vous, allez soutenir votre pays, allez dire non à la guerre, etc. Ils vont dire, c'est bien beau tout ça, mais moi, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je fais? C'était bien, je pense que c'est bien que cette conversation ait lieu et qu'elle soit présentée à ces jeunes et qu'on leur dise que vous savez quoi, avant tout, nous sommes une famille. On est un
Et quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les difficultés que nous avons, quand un de nous a un problème, ou quand on est même nombreux dans la même maison à avoir des problèmes, quand il y a un ennemi extérieur qui arrive, quand il y a une menace extérieure, on oublie d'abord tout ça, on protège d'abord la maison, et après on voit à l'intérieur comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes. Donc voilà un peu en gros ce que nous voulons faire. Une initiative intéressante. Camera Action for Peace. Qui s'annonce intéressant tout à l'heure avant de nous séparer. Excuse-moi, je voulais aussi dire une chose. Je ne sais pas sur combien de chaînes vous allez diffuser cette émission. J'ai un peu la honte parce que quand on amène les Américains, on se pavane en leur disant on vient vous présenter votre pays, on va vous faire découvrir votre culture et votre histoire. Et là, je me rends compte que moi-même, je sais comme ça là sur mon histoire. Donc, il ne faudra surtout pas montrer ça aux Américains qui croient que nous savons beaucoup sur notre histoire. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas la seule à découvrir un certain nombre de choses. On espère, professeur, que nous allons pouvoir continuer ces échanges dans d'autres domaines parce qu'il y a des domaines que vous avez soulevés. Dr Abouna, on parlait tantôt de l'onomastique ou même des habitudes culinaires qui démontrent qu'en réalité, nous sommes tous enfants du même mère. Oui, M. Tundi. Pardon. Votre question me permet d'aborder le second volet de ce que j'ai annoncé lors de ma première prise de parole. Oui. J'ai parlé de la consanguinité et de la co-culturalité. Évidemment, la consanguinité a été illustrée. Maintenant, votre question me permet d'illustrer aussi la co-culturalité, c'est-à-dire la même culture. Mais au-delà des aspects alimentaires et de l'onomastique, il y a d'autres éléments. Et évidemment, je parlerai de l'onomastique et de l'aspect alimentaire. Je voudrais d'abord parler de l'interdépendance entre les cultures camerounaises. Oui. Bon nombre de cultures camerounaises dépendent les unes des autres, mais nous ne le savons pas. Vous verrez par exemple la plupart des chefferies de Grassfield, évidemment je ne voudrais pas dévoiler un secret de l'initiation des chefs, ont besoin d'une eau qu'on retrouve à Bankim, à 6 km de Bankim. Il y a un lac là-bas qu'on appelle le lac Semsem. S'il n'y a pas cette eau-là, aucun chef ne peut légitimer son pouvoir dans les Grassfield, en commençant par le chef Bamoun. On peut descendre dans la forêt. Hein. Vous verrez chez les Bassa, tous les rites les plus importants, ont besoin d'un ingrédient. Oui. Cet ingrédient-là, on l'appelle onbako. Je ne sais pas si je prononce très bien. C'est-à-dire la hache des pygmées. Vous confirmez onbako? Oui, onbako, la hache des pygmées. Vous voyez donc l'interdépendance. On pourrait également trouver d'autres illustrations. Je voudrais également aborder un autre aspect, la transculturalité des maladies. Vous verrez, il y a un certain nombre de maladies dans nos cultures qui sont transculturelles. Les Sawa Douala parlent de Mbaki. Les Bassa parlent de Mbak. Et selon les zones, on parle de Mbaka, de Mfa dans l'ouest. Le Mfa, chez nous, on parle du Tcho ou bien du Tchoro. C'est exactement la même maladie que nous retrouvons de part et d'autre. Évidemment, c'est une maladie qui est liée à la consanguinité. Je voudrais également aborder l'aspect des cosmogonies, c'est-à-dire l'origine de l'univers. Vous verrez les peuples du Septentrion. La plupart des œufs dérivent l'univers des œufs. L'œuf de cuivre, l'œuf du crapaud ou l'œuf de la tortue. Chez nous, en forêt, c'est l'œuf de cuivre. Vous voyez le même élément ovoïde qui revient. Maintenant, je voudrais aborder quelque chose également, avant de répondre aux questions que vous m'avez posées, la symbolique numérale. Vous verrez que le chiffre 3, 4, 7 et 9 sont présents dans tous les univers culturels camerounais. Dans les chefferies de Grasse, vous verrez le collège des 7, les Kamsambia, vous verrez le collège des 9 notables. Vous verrez les Atanto, chez les Bansor, les Atanto, les Choufas, c'est 7, 7, 7, 7, 7. Vous allez chez les Bamoun, vous verrez les 7 pierres d'Indjimom, vous allez à Bankim, vous verrez les Vengati, les 7 Vengati à Bankim, etc. Le chiffre 7 est présent dans toutes nos cultures. Que traduit le chiffre, évidemment, d'où vient-il ce chiffre 7? Il est anthropomorphe. C'est-à-dire qu'il est fondé sur l'homme. Comptez un peu les orifices que vous avez, les orifices naturels que vous avez sur votre tête. Les yeux, le trou du nez. Ça fait 4. La bouche. 5. Ça fait 7. Vous voyez un peu. Et si vous allez plus bas, vous comprendrez pourquoi c'est 9. Vous voyez un peu. Donc, en principe, on doit applaudir. Voilà. Ça, c'est intéressant. Vous verrez également, au-delà de cet anthropomorphisme, nous avons également un autre. Vous verrez, généralement, le croix représente la masculinité. Pourquoi croix? Parce que ce qui fonde l'homme du point de vue extérieur, c'est ses organes de reproduction externe, le muscle phallique et et les 2 testicules, ça fait croix. Ouais. C'est pour cette raison que quand ça ne fonctionne pas, on dit que vous n'êtes pas un homme, bien qu'ayant une tête, un corps et les membres. Donc, le croix fonde la masculinité et le 4 fonde la féminité.
Évidemment, on le retrouve également dans le sexe de la femme, les deux lèvres, les deux grandes et les deux petites lèvres de l'orifice vaginal. Cela fonde les rites mortuaires. Vous voyez, on parle chez nous de neuvaine. Oui. Je vais à la neuvaine, une neuvaine, deux. C'est tout cela. Et vous verrez, et je chute par là en ce qui concerne la symbolique numérale. L'ancien Cameroun, si on considère que l'ancien Cameroun était celui du président Ahidjo, il avait combien de régions? Il avait 7 régions, 3 régions septentrionales et 4 régions méridionales. J'imagine que cela n'était pas innocent. Et en ce moment-là, on pourrait penser que le septentrion, c'est le mâle puisque c'est 3 et la partie sud, c'est le féminin. Pour dire que vraiment, il y a vraiment cette récurrence-là que nous ne pouvons pas épuiser ici-là. Bon, maintenant, si on en vient à l'onomastique. Vous verrez déjà beaucoup de parenté linguistique au niveau des noms. Chez nous, il y a Koum. Chez les petits, quand je dis nous les petits, chez les anglophones, il y a Koum. Moi, j'ai un collègue qui s'appelle Koumawa. Chez les Douala, il y a Koum. Et la racine Koum signifie quelque chose, la richesse, et c'est transversal. Vous verrez par exemple chez les petits Esomba. Chez les Douala, Esombe. Bon, Esombe, c'est quoi? Chez les petits, Esom. Esom, c'est l'enfant. Quand on dit Isomimunga, c'est-à-dire le petit enfant, Esom. Et Esomba, donc, c'est une version miniaturisée de Esomumba. Donc le petit tambour. Et je dois dire à ce sujet qu'il y a un livre en préparation au département d'anthropologie, moi-même, le professeur Mbonji et le docteur Koumawa, sur l'anthroponymie au Cameroun, c'est-à-dire on fait l'inventaire de tous les noms du Cameroun et leur signification. Vous verrez chez les Bassa Sunjok. Chez nous, on a Asuzwa, sous la face, Njok, l'éléphant. Vous verrez chez les Bassa Tonien, lui aussi, chez les petits Toa, etc. Moi aussi, toi aussi, etc. Donc, et au-delà même de ces apparences-là, au niveau de l'écriture et de la phonie, on a une unité sur l'étiologie des noms. D'où viennent les noms? Les noms nous viennent des animaux. Tous les noms du Cameroun viennent des animaux. Les noms viennent des parties du corps, Nlo, Milo et Boro. Les noms viennent des astres. Et on a Ngono, on a Yobo, on a Eyono, les phénomènes atmosphériques. Les noms viennent de Zeyang, par exemple. Donc, ces noms viennent un peu, ont une étiologie qui est extérieure à l'homme. Pour dire que, et la philosophie qui est cachée derrière, c'est que les éléments de la nature sont doués d'une énergie. Et lorsqu'on vous donne un nom, vous portez donc cette énergie-là. Et je crois que c'est une philosophie qui est commune à tous les peuples du Cameroun. Très intéressant. Professeur, s'il vous plaît. Dans nos langues, il y a une seule manière de construire un nom. On part donc de l'aspect culturel, de l'aspect événementiel, de l'aspect de la nature. On prend la voyelle radicale du mot et on l'ajoute à la fin. Alors vous pouvez dire, quand vous avez parlé de Ngon tout à l'heure, vous voyez, vous avez le O qui est la voyelle radicale, on l'ajoute à la fin. Vous prenez Obam, vous prenez le A qui est radical, vous mettez à la fin, ça donne Obama. Donc, tous les noms partent de cette construction-là. Oyono, voilà, c'est tout. Fantastique. C'est tout. Vraiment très intéressant. Il nous reste une dizaine de minutes. Professeur Alawadi Zelao, des propositions au moment où nous apprêtons à nous séparer pour revenir sans doute pour d'autres échanges du même acabit. Que faut-il recommander aux politiques, si vous en avez convenance, aux jeunes, bref, à tous les Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui et maintenant? Alors, par rapport aux propositions, moi je pense que lorsqu'on observe aujourd'hui les querelles que nous avons au niveau national, il me semble qu'il est important de travailler sur les mentalités des Camerounais, ce que j'appelle un peu l'espace mental, c'est-à-dire comment on interagit, comment on organise nos relations, pas seulement dans l'espace institutionnel, mais au niveau quotidien, tous les jours, comment on se regarde. Est-ce qu'on se considère comme des gens qui appartiennent à une même communauté politique nationale? Est-ce qu'on se regarde comme des gens qui sont ressortissants d'eux? Il faudrait que, au-delà de notre héritage biculturel, c'est-à-dire anglophone, francophone, il faudrait fondamentalement mettre l'accent
sur ce qui fait notre diversité, mais laquelle diversité peut effectivement nous aider à mieux asseoir notre unité. Parce qu'aujourd'hui, vous constaterez que nos curriculums ou nos curricula scolaires, secondaires ou universitaires, ne font pas la paire belle à nos langues, à nos cultures et à notre histoire. Merci beaucoup, professeur. Sans doute qu'il y a d'autres propositions de la part des panélistes ici présents, d'autres propositions de la part des téléspectateurs qui ont été avec nous. Merci de votre attention. Merci, mesdames et messieurs, pour toutes vos contributions. Nous espérons nous retrouver dans d'autres occasions, dans d'autres émissions du même acabit. Prenons simplement rendez-vous sur nos chaînes de télévision nationales et à bientôt. C'est une initiative citoyenne heureuse et pour le moins, si vous voulez, utile, que vous avez eue d'organiser une telle table ronde, de prendre une initiative comme celle-là, de mettre en évidence, si vous voulez, quelque chose qui unit à peu près les Camerounais. Donc ça a été une belle initiative que d'avoir pris cette initiative d'organiser une table ronde qui met en évidence les liens qui unissent les Camerounais de tous bords, les Camerounais du Nord, du Sud, de l'Est, entre eux. Et c'est une initiative qui est bienvenue à une époque où, dans nombre de pays africains, je pense aux pays éloignés du nôtre comme la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, la République démocratique du Congo, ou des pays proches de nous comme le Nigeria et la RCA, où dans ces pays-là, des groupes ethniques s'entre-déchirent, se battent entre eux sous l'instigation des mains étrangères ou au nom de la défense des intérêts, si vous voulez, partisans. Oh, jeunes que nous sommes,